Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous, on se retrouve pour ce débrief de Ligue 1, 26e journée. Monaco recevait au Louis II Lorient avec l'occasion de faire un excellent coup au classement et de repasser, ou plutôt même passer dauphin du PSG. Malheureusement, comme au match aller, Monaco s'est fait rejoindre dans les tout derniers instants, comme au match aller par un ancien monégasque. Et avec moi, je serai avec Flo. Salut Flo. Salut le Rhum, écoute, ouais, j'étais très content de te retrouver, puis de vous retrouver tous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de débrief et effectivement, ce match nul, il fait très mal. Il fait très très mal. On se le disait tout à l'heure en off, il fait presque plus mal que d'autres défaites contre des équipes mal classées. Mais il fait vraiment très mal. Et on va commencer par l'habituel j'aime pas. Je te laisse. Ouais, donc le j'aime pas, pour moi, c'est un peu un j'aime pas qui est à l'intérieur de ce match et puis aussi sur, on va dire, notre deuxième partie de saison. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux Monaco. Il y a un Monaco à deux visages, un Monaco qui est on va dire à 100%, voire à 110%, même à 90%, ça peut passer quand même en Ligue 1 contre certaines équipes, mais en tout cas qui a de l'envie, qui montre une certaine motivation, qui montre une certaine concentration, une certaine qualité d'exécution, et puis un Monaco qui est en dilettante, un Monaco un peu sénateur, un peu nonchalant, et puis voilà, dans ces moments-là de match ou dans ces jours-là, pour certains matchs dans leur entièreté, eh ben on est plus à 50, à 60, à 70%, voire, et c'est pas suffisant. Et sans vouloir trop me concentrer uniquement sur lui, je pense que il y a un joueur qui représente ça de la plus belle des manières, si je puis dire, c'est Fofana, qu'on voit quand même complètement à deux visages, à l'instar de cette équipe. Et donc, on va y revenir là-dessus. Sur ce match, ça s'est vu très, très franchement. Et ça va beaucoup jouer sur notre fin de saison. Voilà, quel visage on va avoir par la suite. De mon côté, pas de j'aime pour le match du jour. Et mon j'aime pas, j'en ai déjà du coup un peu parlé dans l'intro, mais c'est vrai que Pat nous a envoyé le screen des deux rencontres de la saison face à Lorient, et il y a une similitude assez frappante et assez inquiétante aussi, parce que les deux fois tu prends un but d'entrée de jeu. Là, c'était la première, au match aller, c'était à la deuxième. Les deux fois, tu te fais égaliser à la dernière seconde. Bon, le petit détail, les deux fois, c'est pas un ancien monégasque, mais les deux fois, t'étais revenu à 1-1 en première mi-temps et t'avais pris l'avantage à peu près aux alentours de la 60-70e minute de jeu. Donc voilà, 4 points de perdus contre une équipe de bas de tableau. Oui, c'est vrai que maintenant, vu qu'on est à 18 clubs, 15e, t'es quand même bas de tableau. Ouais. Donc voilà, très mauvaise opération, alors que il y avait tout ce week-end pour faire le gros coup et pour passer Brest. Malheureusement, c'est une nouvelle occasion manquée, mais on est tellement habitué que on n'est même pas surpris en fait d'encaisser ce but dans les tout derniers instants. La compo, Flo, le 11, est-ce que tu as noté une surprise majeure? Peut-être l'absence de Balogun et du coup le fait de repasser à une pointe? Ouais, on avait un Minamino qui était quand même très haut. Alors Hutter commence à aimer un peu ce 4-4-2 aussi. Donc il y avait beaucoup de phases où on avait Minamino, Ben Yedder devant. Et puis Akliouche Golovin un peu plus en avant, mais on va dire une ligne de 4 Akliouche, Zakaria, Fofana, Golovin. Mais effectivement, on aurait pu penser avoir Balogun, mais après sur la forme du moment, ça faisait complètement sens. Minamino était quand même montré de belles choses ces derniers temps. Balogun est un peu en dedans, donc bon, plutôt logique tout ça. On avait un retour encore. Sur le bout des lèvres, voilà, le retour de Diatta, exactement. En plus des retours de Vanderson et Jacobs
la semaine passée, ce qui faisait qu'on avait pour la première fois depuis longtemps un banc qui commençait à avoir une certaine gueule. Bon, ça fait quand même plaisir à voir parce que on avait complètement oublié ce sentiment-là d'avoir quand même des gars sur le banc qui peuvent faire quelque chose. Après, on va le voir que Vanderson va encore pas rentrer. C'est un peu l'énigme, Vanderson. On va le voir. Singo fait quand même très bien le boulot, donc c'est peut-être là la raison du fait qu'il rentre pas. Mais en tout cas, on avait un banc. On avait un banc avec quelques solutions là-dessus. Oui, les seules absences maintenant, c'est Salissou qui maintenant est blessé depuis quelques semaines, tout comme Camara. Bon, et s'ajoute évidemment Caio Henrique qu'on verra pas de l'année, et puis Mbolo qui devrait revenir dans les semaines à venir, à voir dans quel état de forme il va être. Est-ce qu'il va avoir le temps, puisqu'il reste plus que 8 matchs maintenant, de se mettre en route et d'apporter un petit plus sur cette fin de saison dont on risque d'avoir bien besoin, même si notre problème est pas forcément en attaque. On est tellement catastrophique derrière qu'il va falloir marquer encore plus de buts. Donc avoir le retour d'un attaquant de sa qualité, forcément, on crache pas dessus. Je pense qu'on a fait le tour de la compo. Voilà, c'était pas trop surprenant à l'exception de ce changement en attaque. Le match maintenant, Flo, à proprement parler, on peut dire qu'on a été cueilli à froid, hein, c'est-à-dire que t'as à peine le temps de te poser dans ton canapé que ça fait 1-0, même si on a eu un petit doute. Est-ce qu'il y aurait hors-jeu ? C'est ça qui est terrible, et c'est là où est la grosse différence entre le match aller contre Lorient, qui était, il me semble, en septembre, où on est encore en début de saison, il n'y a pas grand-chose. Là, comme tu l'as dit, on a eu plein de résultats favorables, Brest et Lille qui font match nul, Nice qui gagne, la possibilité de passer devant. Donc on pourrait se dire, là il y a quand même de la motivation. Les résultats, tu les connais, tu sais qu'il y a vraiment un coup à jouer. Au-delà du fait que tu joues un bas de classement, toi, tu as une vraie motivation pour pouvoir passer devant. Et ça s'est effectivement pas vu du tout sur ces débuts de match où on est, mais alors aux abonnés absents, mais genre c'est limite on pouvait leur proposer des sièges pour regarder les Lorientais, parce que ce but il arrive sur une touche au bout de 30 secondes, une trentaine de secondes, et alors on se regarde tous. Il y a une combinaison donc sur la droite, sur la touche, qui fait que Bamba, l'attaquant lorientais, se retrouve relativement seul avec tous les Monégasques qui le regardent, et se rentre dans la surface et décoche une frappe, une magnifique frappe, ça il faut quand même le dire, parce qu'il est complètement excentré. Et qui vient frapper le poteau de Majeki, et en fait elle est tellement rapide que même après le poteau, en fait la vélocité de la frappe est toujours là, et elle vient taper Singo, qui est franchement juste pas de chance. Alors peut-être qu'avec un instinct encore plus vif, il aurait pu peut-être faire quelque chose de mieux, mais c'est quand même très compliqué. La balle vient très vite sur lui, et donc elle le frappe au niveau de l'abdomen et elle rentre dans le but. Et là on se dit effectivement qu'il peut y avoir un hors-jeu, parce que Bamba avait l'air bien seul sur la droite, et en fait je crois que c'est Kerrer qui le couvre. On va pas dire que c'est de la faute de Kerrer, mais enfin il est pas complètement bien aligné, et donc il n'y a pas hors-jeu, et donc dans un premier temps il refuse le but, et après visionnage il l'accepte, et ça nous fait très mal, parce que voilà, la pire des manières de commencer, et surtout avec un visage mais infâme d'une équipe qui est juste pas rentrée sur le terrain, quoi. Il va y avoir une autre grosse situation de Lorientais peu de temps après. Les Lorientais également vont nous faire beaucoup de cadeaux dont on va pas savoir profiter, même si on y reviendra sur l'égalisation. C'est quand même un énorme cadeau de la défense lorientaise, mais il y a plusieurs fois où il se mélange un peu les crayons sur des relances, et où on arrive à les couper et à se procurer des vraies grosses situations. En première mi-temps, on a quand même un nombre de situations offensives, et en plus, ils y sont tous passés, hein. Ben Yedder a eu la sienne, Golovin, Akliouche, même Fofana, même Minamino, bien sûr. Donc, tu sentais quand même que on allait être en mesure d'égaliser. Les Lorientais, sortis des 10 premières minutes, n'étaient plus trop dangereux. Le match était assez ouvert.
Mais par contre, il y a cette fin de mi-temps où de nouveau, on est de nouveau en difficulté. Et en fait, on a toujours cette sensation que notre défense, à partir du moment où l'équipe en face appuie à peine sur l'accélérateur, il peut y avoir un but à tout moment, quoi. Ah, complètement. Parce qu'ils se mettent complètement en dedans, comme tu l'as dit, mais dingue. Le premier truc, c'est à la 3e minute. Hein, donc, on est première minute, donc ça va un peu des deux bords. C'est un match qui est assez fou, surtout sur cette première mi-temps. Première minute, but. 2e minute, une autre occasion de Lorient. 3e minute, le gardien fait une passe à Cliouche, quoi, qui est devant lui. Il lui passe la balle. Je comprends même pas. Il a eu un problème de disjonction au niveau du cerveau, je sais pas. Et alors malheureusement, Cliouche est de dos. Donc il aurait peut-être pu tenter la frappe directe, mais il la remet à Ben Yedder, ça laisse le temps des trucs. Puis là, il y a un autre cadeau, comme tu le dis. Et en fait, les Lorients se traumatisent tout seuls. Et on a une ribambelle d'occasions jusqu'au but finalement à la 27e. On n'en a pas parlé du coup du but, mais donc c'est Singo. C'est Singo qui envoie un centre qui est complètement anodin. Hein. Il est très en arrière par rapport à la surface. C'est une espèce de centre en cloche très lent qui est à peu près dans la zone, mais il y a personne dessus. Et donc c'est un des jeunes. Ils ont un 5 derrière si on compte les pistons qui sont très jeunes à part Laporte. Je crois que c'est 23 ans, 21 ans. Enfin c'est que des jeuneaux. Et donc c'est un des jeuneaux. Il me semble c'est Mendy, c'est ça, non, qui fait une contrôle poitrine pour son gardien. Et en fait, à mon avis, il pense pas être aussi proche du but. Donc il met beaucoup de force dans son contrôle poitrine. Et en fait, il est à 3-4 mètres du but, et donc ça trompe le gardien à sa gauche, et il essaye tant bien que mal de la choper, mais il n'y arrive pas. Enfin bref, un but de gag incroyable, qui nous remet complètement dans le truc. Et comme tu l'as dit, sur la fin de mi-temps, effectivement, on se fait un peu peur, et comme effectivement, dès que ça passe un petit peu le milieu de terrain, Lorient a un 5 de derrière qui est quand même assez faible, et puis les trois défenseurs vraiment très faibles. Au milieu, ça commence à être un peu mieux, et devant, il y a quand même quelques trucs à faire. Donc en fait, dès qu'ils passent le milieu, mais ils n'auront pas passé le milieu énormément de fois sur l'ensemble de ce match, mais effectivement, dès qu'ils passent le milieu, on n'est pas toujours serein. Même s'il y a quelques bonnes interventions de Maripane, de Kerrer, faut quand même le mentionner. Ils ont quand même stoppé pas mal d'offensives, mais on n'est pas rassuré, quoi. Ça c'est clair. Ouais, mais Kerrer, c'est ce que j'avais en tête, ouais, sur l'autre grosse situation d'entrée de jeu où tu peux d'un côté voir qu'il est battu 2 fois, mais à chaque fois il arrive à revenir sur ce même joueur et au final à concéder un corner. Cette fin de mi-temps, c'est vrai, où Majeki est mis à contribution à minima 2 fois, une fois où vraiment c'est une frappe en angle fermé, et heureusement qu'il n'y a pas d'attaquant qui suit dans l'axe, parce que le ballon est clairement repoussé plein axe sans trop de force en plus. Donc si un attaquant arrive, il n'y a plus qu'à la mettre au fond. La frappe un peu plus lointaine, quelques instants après, il se couche bien. Voilà, on est à un partout à la mi-temps. Ça semble quand même être le minimum syndical, tant Monaco s'est procuré des occasions, mais a été très maladroit. Mais d'un autre côté, les Lorientais méritent également d'une certaine manière ce nul, parce que ils ont su profiter encore une fois de nos largesses et de nos absences défensives, et qui continuent de perdurer. J'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on fait les mêmes débriefs. Je comprends pas, quoi. C'est fou, hein. T'as beau changer des joueurs, changer des choses, ça arrive trop fréquemment. Évidemment, toutes les équipes prennent des buts de casquette, ça arrive à tout le monde, à tous les niveaux. Mais là, nous, c'est trop, c'est à tous les matchs. Donc là, maintenant, on peut se dire que peut-être qu'on n'a pas encore vu la défense type, si tu considères que cette défense, ça sera avec Salissou, qu'il n'y a plus Caillot, mais Caillot donnait pas non plus de grande assurance défensive. Donc ouais, je sais pas trop ce qui se passe, mais voilà, moi je l'avais dit quand on avait fait l'émission le Club Mounégou bilan de la mi-saison, dans ce que j'attendais de cette fin de saison, c'était préparer l'année prochaine et à commencer par s'acheter un début d'assises défensives. J'avais objectivé 7-8 clean sheets sur cette phase retour.
on était sur 2 de suite. J'avais prévu dans ma tête que mon j'aime, c'était le fait qu'on enchaînait 3 clean sheets. Bon, bah, j'ai vite été douché, vu qu'au bout de 30 secondes, bah, c'était déjà aux oubliettes et que bah voilà, et que ça serait évidemment pas le cas. Donc ouais, voilà, ce problème qui perdure pose question. La seconde mi-temps, Flo, il y a un changement qui est fait. Ouattara qui sort. Alors moi, ça sera mon flop. Ce sera mon flop, donc je vais en parler tout de suite pour le coup, parce que comme ça sera fait. Encore une fois, en grande difficulté défensive, sur cette touche rapidement jouée, en tout cas, cette petite combinaison au bout de 30 secondes, il est quand même forcément un peu fautif dans l'histoire, vu que c'est de son côté, et je l'ai pas non plus vu apporter offensivement des choses qu'il nous avait montré pendant quelques matchs. On y reviendra, mais Jacobs a pour le coup fait une entrée plutôt correcte, en tout cas pour lui. Donc je pense que Jacobs a regagné sa place pour le prochain match. En attendant une nouvelle mauvaise performance de Jacobs et une rentrée correcte de Ouattara, et on pourra avoir le discours absolument inverse. Mais voilà, il n'y a pas de bonne solution en fait, quoi. Il méritait de sortir à la mi-temps. Jacobs a fait une mi-temps solide. En tout cas, il a apporté beaucoup plus. Donc voilà, prochain match, on remet Jacobs et puis on attend Caillou surtout. On le rechange à la mi-temps. Et puis on le change à la mi-temps parce qu'il aurait été nul. Non, après, je suis complètement d'accord avec toi. Après, il faut quand même rendre, alors peut-être pas à César ce qui est à César, parce que j'ai quand même beaucoup à dire pour Jacobs, mais il fait quand même une saison qui est pas dégueu, hein. Quand même, dans une saison, on a un Caillot qui est sur la touche depuis le début. Jacobs finalement fait une saison honorable. Alors là, il était de retour de blessure. Voilà, bon, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux. Qu'est-ce que je te dis ? Il avait pas trop mal débuté. Après, ça avait quand même été beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que c'était clairement pas le rôle qu'il était censé avoir. Voilà, il était en début de saison. Voilà, c'était le remplaçant évident d'un de nos titulaires indiscutables, un de nos tout meilleurs joueurs depuis 3 saisons. Bon, bah forcément, il se retrouve parachuté titulaire. On aurait pu espérer que ça soit mieux, on aurait pu aussi craindre que ça soit encore plus catastrophique. Ça ne change pas que Jacobs n'est pas un titulaire en force, en tout cas pour une équipe qui vise ce que Monaco vise. Mais Ouattara, voilà, là, ça fait quand même plusieurs prestations qu'il est sorti à chaque fois parce qu'il prend des bouillons terribles. Alors contre Paris, c'est une chose. Mais contre Lens, ça avait été très dur. La semaine dernière, Strasbourg, pareil, ça n'a pas été extraordinaire. Là, sorti à la mi-temps. Bon, voilà. On verra la suite. Début de seconde mi-temps, par contre, Flo, pour le coup, Monaco qui est bien rentré et on va se procurer, honnêtement, pendant 40-45 minutes, on va quand même archi dominer cette seconde mi-temps. Pour le coup, là, les Lorientais vont quasiment se procurer aucune grosse situation jusqu'à ces tout derniers instants. Mais malheureusement, Monaco va marquer qu'un seul but, alors que le nombre de situations, encore une fois, majeures. Tu sentais qu'il fallait mettre ce 3e but parce que on le sait très bien qu'on n'est jamais à l'abri, quoi. Ouais, non, complètement. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé durant cette mi-temps, je pense. Je ne sais pas si c'est Hutter, je ne sais pas si certains cadres ont parlé. On le dit assez de fois que cette équipe a pas de mental, pas beaucoup de leaders, pas beaucoup de, hein, et le problème que je parlais sur le j'aime pas vient fortiori des soucis mentaux, de savoir se motiver et tout ça. Donc on aurait pu avoir un peu peur de se dire on va encore redémarrer cette deuxième en dilettante et puis on va être un peu dans cette stagnation du un partout, de pas savoir quoi faire. Non, on a mis ce qu'il fallait et je pense que comme tu as dit, il y a plein d'occasions avec pour moi en point d'orgue cette occasion, c'est magnifique. Il y a quand même quelques actions de jeu magnifiques.
donc Fofana, qui maintenant ça devient ça spécial, hein, la petite louche par-dessus la ligne défensive pour l'attaquant, et donc il met une louche sur Ben Yedder qui dévie, qui remet de la tête parfaitement pour Akliouche, qui remet de voler du gauche un peu comme ça à l'horizontale, et c'est claqué comme un arrêt de hand par le biceps du gardien l'orienté. Ça aurait fait un but incroyable. Malheureusement, effectivement, voilà, beaucoup d'occasions, mais qu'on ne met pas forcément sans le vouloir. Tu vois, sur cette occasion-là, ça méritait presque but. Bon, tu peux placer un peu mieux ton ballon sur la frappe d'Akliouche, oui. Mais et bon, finalement, on arrive quand même à marquer sur pas l'action la plus folle qu'on a dans cette période, hein. C'est un corner qui revient qui revient sur Golovin, corner de Golovin, ça lui revient de son côté et il met un petit ballon juste parfait à la Golovin, pas très fort, mais comme les commentateurs de Prime le disaient, c'est un gardien qui a fortiori sort pas trop sur les centres, et là a fortiori il sortait pas parce que Fofana réceptionne le centre de Golovin à genre 1m50 des buts, et il a plus qu'à claquer sa tête pour marquer ce but à la 60e. Donc tant mieux qu'on soit récompensé. Ça, je sais pas toi, mais moi je me suis dit quand même ouf, parce que à force d'avoir toutes ces occasions, on a quand même dominé les 3/4 de la première mi-temps, les 3/4 de la deuxième. Rester à 1 partout, ça aurait été quand même grave. Et on est à 2-1, mais voilà, on se dit toujours qu'il y a une certaine aisance, mais on est qu'à un but, quoi. Ouais, là, cette occasion d'Akliouche, pour moi, elle est à 2-1, je crois, de mémoire. Ouais, elle est à 2-1, elle est à la 66e. Elle est à 2-1. Par contre, Ben Yedder, lui, avait eu une grosse occasion sur une passe de Fofana jolie. Là, pour le coup, je pense qu'il y avait un partout à ce moment-là. Je pense que c'était un petit peu avant. Mais voilà, en tout cas, ça s'ajoute à un nombre de grosses situations offensives et à une maladresse dans le dernier geste, couplé à un gardien pareil qui du coup a un peu soufflé le chaud et le froid, parce que on l'a dit sur le premier but, c'est essentiellement son défenseur qui la joue mal, mais il y a peut-être aussi une mauvaise communication entre les deux. Sur le deuxième, peut-être qu'il peut sortir en effet, mais il a également fait des bonnes choses. Pour le coup, c'est le type de match que nos gardiens font depuis très longtemps également au club, hein, où t'arrives à te dire, il a quand même fait quelques arrêts, mais d'un autre côté, c'est pas possible de prendre des buts pareils. C'est très monégasque, hein. Donc sur ça, au moins, on n'a pas été trop dépaysés. Mais je pense que on en parlait avant l'émission, mais le tournant du match, ça va être cette expulsion de Zakaria en 2 temps. Une première faute pour un excès d'engagement sur une situation offensive. Il tente le coup de se jeter pour intervenir avant le défenseur et potentiellement donner une vraie grosse situation offensive. Il prend un premier jaune, c'est mérité, ça mérite pas plus, puisque le pied quand même reste assez proche du sol, donc il n'embarque pas la cheville du joueur l'orienté. Par contre, son deuxième tacle, il est lunaire, Flo. Ah non, c'est moi. Du coup, je vais faire comme toi. Je vais te copier. C'est mon flop à moi parce que et honnêtement, c'est mon flop à moi quasiment que sur cette action. Mais quand c'est aussi grave, quand c'est aussi, je veux dire, il fait pas un mauvais match. Il y a des replis défensifs. Il y a ce qu'il faut. Il fait pas un match énorme, mais il fait pas un mauvais match. Mais là, on est en milieu de terrain. On a encore largement 2 lignes défensives devant le porteur du ballon, l'orienté, et il est en arrière, c'est-à-dire l'orienté va vers notre but, lui il est déjà 2-3 voire 3-4 mètres en arrière, et il vient se jeter, mais faire le tacle le plus dégueulasse que vous avez vu de votre existence quasiment, mais quand tu te lances pour faire ce geste-là, il peut même pas avoir le ballon. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est que il sait qu'il fait faute, tu sais que tu as un carton jaune, c'est typiquement le genre de geste, mais c'est jamais tu fais ça avec un carton jaune. Jamais. Et encore une fois, ça va être critique, comme tu l'as dit, ça va être critique sur le scénario du match, parce que honnêtement, certes, il y avait 2-1,
mais on avait le ballon, on avait toutes les occasions. Lorient avait quelques bribes des fois d'envie de contre, mais ça faisait pas long feu. Et j'avais pas trop de doutes. Enfin, moi, je me faisais pas trop de soucis sur cette fin de match. Mais là, ce carton rouge, en fait, deuxième carton jaune, mais carton rouge nous change tout. Parce que évidemment, ça remet Lorient dans le mode espoir, ça les remet sur la phase offensive, et puis même, on peut le mentionner, il va y avoir un carton rouge du côté lorientais. Bon, c'est un joueur qui vient de rentrer, qui fait une semelle dégueulasse sur Singo. Oui, elle est pas belle celle-là. Ouais. Elle est pas belle, ouais. Bon, après, ça peut. Des fois, ils mettent jaune sur ce genre de truc, mais bon, là, il met rouge, ça se justifie. Mais j'ai envie de dire, peu importe, parce que ça, c'est 10 minutes plus tard déjà. C'est à la 90e, le carton rouge, deuxième carton jaune de Zakaria, la 81e. Mais surtout, le mal est déjà fait. C'est-à-dire que Lorient est déjà en mode, ah ben maintenant, on peut revenir. Et donc, en fait, le but de l'égalisation va venir plusieurs minutes après qu'ils prennent le carton rouge, donc on soit à 10 contre 10, mais dans un mode, maintenant on se met vers l'avant, maintenant on va essayer d'aller chercher l'égalisation, chose que à la 81e, avant la connerie, je suis désolé, mais la connerie, il n'y a pas d'autre mot, de Zakaria, je pense qu'ils n'avaient pas du tout ça en tête. Je pense qu'ils étaient acculés et que, bon, j'aurais pas vu, en tout cas, à mon avis, il n'y aurait pas eu la même motivation et les mêmes actions pour Lorient sur ces 15 dernières minutes, parce qu'on va avoir 5-6 minutes d'arrêt de jeu, et ça va pas nous faire du bien d'avoir 5-6 minutes d'arrêt de jeu contre Lorient. Ouais, et puis c'est même vraiment la toute fin, parce que on a quand même, nous aussi, encore une situation dans les arrêts de jeu, qui est pas une énorme situation, mais on arrive encore à se projeter dans leur camp. Et puis par contre, ouais, voilà, là il va y avoir l'enchaînement, Singo qui sauve en catastrophe un ballon et qui dégage en corner alors qu'il est vraiment sur sa ligne de 6 mètres et qu'il est entouré de l'orienté. Le premier corner, on arrive c'est encore une fois Singo qui le repousse au premier poteau, et sur la touche, le centre. Et qui voit-on surgir, bien entendu? Tiémoué Bakayoko. Avec une tête qui est pas, il prend ça du haut du crâne, ça fait une espèce de feuille morte qui va à 2 à l'heure, mais qui vient se loger, mais je pense qu'il n'y a pas plus dans la lucarne possible. Donc Majeki tente un plongeon, mais en fait, s'il rate à moindrement sa tête, s'il la met moindrement moins dans la lucarne, il est possible que Majeki l'ait, mais en fait, elle retombe en plus dans la lunette. Donc c'est quasiment une tête imparable, en fait, malgré la force de la tête, quoi. Ouais, Majeki, c'est vrai qu'il avait claqué également une tête sous sa barre quelques instants auparavant. Donc c'est vrai que cette fin de match, quand même, là, ça fait 3-4 situations en l'espace d'1 minute 30, parce que comme d'habitude, on se met le feu, parce que comme d'habitude, on est incapable de mettre vraiment le pied sur le ballon, de sécuriser un peu les choses. Et et Bakayoko, alors pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, même depuis ASM Foot en l'occurrence, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Je suis déçu qu'il soit au final un peu passé à côté de sa carrière, parce que se retrouver à Lorient alors qu'il est pas vieux encore, et puis il a pas l'histoire d'un Benjamin Mendy qui explique un peu pour d'autres raisons pourquoi il se retrouve dans ce club-là. Bakayoko, c'est quand même un vrai gâchis, donc je vais pas dire que je suis content pour lui, mais voilà, moi j'aimais bien le joueur. La dernière fois qu'il avait marqué de la tête au Louis II, c'était peut-être un des plus beaux moments de l'histoire du club, parce que je n'ai pas l'impression qu'il en ait marqué d'autres de la tête, donc c'était évidemment ce fameux but contre City. Bon là, c'est de l'autre côté, c'est pas pour nous, c'est dans l'autre but en plus, parce que c'était quand on regarde la télé, c'était à droite, là c'est à gauche. Mais voilà, ça fait surtout perdre 2 points à Monaco, 4 sur la double confrontation face à Lorient, dans des scénarios encore une fois extrêmement proches, et qui reflètent parfaitement ce qu'est Monaco depuis plusieurs saisons. Et voilà, des entames de match moyennes, voire catastrophiques, et des fins de match où tu te mets la panique, avec au milieu de tout ça des bonnes choses à droite à gauche, mais incapable vraiment de
d'être présent de A à Z, sauf quand tu joues des grosses équipes. C'était leur débat, je crois, la semaine dernière du débrief, et c'est vrai que moi j'avais cette sensation quand même que pendant 2-3 saisons, on se disait putain c'est con parce qu'on bat tous les petits, par contre dans la lutte vraiment entre guillemets les matchs qui comptent double, on n'en prenait pas un, à part le PSG. Voilà, le PSG quand même, ça reste une équipe qu'on arrive à emmerder régulièrement. Maintenant, on est sur 3 ans de suite où ils nous battent pas chez nous. Il y avait eu 3-0, 3-1. Là, c'est un bon 0-0 cette année. Mais voilà, par contre, on battait pas Lens, on battait pas Lyon, on battait pas Marseille. Bon là cette année c'est l'inverse, voilà, on fait des bons résultats contre les grosses équipes et on est mauvais contre les petits. Le problème c'est que la Ligue 1, il y a que des petites équipes, donc tu prends pas suffisamment de points au bout du bout. Et du coup ça va être notre débat, Flo. Il reste 8 journées, Monaco est 3e. Et on a décidé d'intituler ça 2e ou 7e. Alors pourquoi 7e? Parce que je me suis rendu compte avant l'émission que c'est la seule place à laquelle Monaco n'a jamais fini de son histoire. Voilà, ça sort un peu de nulle part comme statistique, mais c'est une vérité. Monaco a fait toutes les places possibles, à l'exception de la 20e également. Mais on n'a pas fait 7. Alors on peut difficilement finir pire que 7, parce qu'après quand même il y a aussi une raison factuelle pour laquelle on a choisi 7. Il y a aussi ça. Après, on sait jamais, hein. On n'est pas à l'abri, hein. Quand tu te rappelles la fin de saison de l'année dernière, là, peut-être qu'on va plus, il reste 24 points à prendre, peut-être qu'on va en prendre que 5, hein. Et auquel cas, tu peux très bien faire 8e. Bon, Rennes mène contre Marseille chez eux, donc ça va peut-être nous aider à pas finir 7e. Parce qu'en fait, on partait du fait que si Marseille gagnait ce match, en fait, il rejoignait ce peloton entre la 2e et la 7e, où il y a un vrai groupe qui s'est constitué en fait en 7 journées, parce que Brest et Lille font match nul. Il reste dans le coup. Nice est remonté dans le groupe suite à sa victoire à Lens. Donc il y a un vrai gros peloton de tête entre la 2e et la 7e. Donc ça va être à nous de faire ce qu'il faut pour aller devant ce peloton-là. Et voilà. Et après, on doit garder en tête qu'on n'est vraiment pas à l'abri de finir aux portes de l'Europe. On le rappelle, donc les 4 premières places de la Ligue 1 en Champions League, la 5e et puis les deux dernières, on va dire, en Europa, et donc c'est cette 7e place qui est hors Europe. Qui est rien, ouais. Voilà, on espère quand même, encore aujourd'hui, je pense qu'on espère quand même finir dans les places Ligue des Champions. Faut être 3. Et ça serait quand même con. Faut être 3 parce que 4 c'est barrage encore. Hein. Mais voilà, ça serait quand même con. On fait à chaque fois cette place de merde de 3e. Oui. L'année où la 3e place est plus si merdique du tout, puisqu'on qualifié direct en étant 3e cette année, on fasse 4e pour pouvoir reprendre. Voilà, ça serait vraiment con. En tout cas, cette place de 4e, c'est un peu la place du con qui était la place de 3e par le passé. Ça nous ressemblerait tellement. Ça nous ressemblerait tellement, c'est ça. Je pense que s'il y a un prono du cœur, c'est peut-être cette place de 4e. Mais moi, je pense que pour répondre à notre débat, c'est-à-dire est-ce que 2e ou 7e, et surtout pour voir en fait qu'est-ce qu'il va nous falloir pour finir 2e plutôt que 7e. À mon avis, c'est vraiment ça revient à mon j'aime pas, c'est vraiment on va se battre contre nous-mêmes. Si on regarde les calendriers, j'ai fait vite un tour d'horizon des calendriers de toutes ces équipes, donc entre Brest et Marseille, il y a un calendrier qui est pas dégueu, parce que en fait on va jouer Brest, ce qui peut être vu comme quand même une opportunité. Et oui. Toutes les autres équipes, il y a un Nice-Marseille, il y a plusieurs confrontations directes. Donc tout ça peut être favorable, mais en fait, il faut, je pense, arrêter de regarder les autres et puis voir que, encore une fois, et je pense que le match d'aujourd'hui est juste criant là-dessus, quand on met ce qu'il faut, c'est-à-dire ce qu'on a mis entre la 10e et la 80e,
On a énormément d'occasions. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, on a presque été un peu malchanceux quand même de mettre si peu de buts. Mais quand même, Lorient nous donne un but. Donc ça s'équilibre, on va dire. Un peu malchanceux, un peu maladroit aussi. Un peu malchanceux, un peu maladroit, c'est ça. Mais que voilà, ce genre de match devrait nous montrer que chaque match cette année, on va arrêter de utiliser des mots bateaux, là c'est une finale, c'est une machin, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que les joueurs se rendent compte que l'objectif c'est top 3, que ça soit un objectif pour eux, personnel et collectif, principal, primordial, important, et que sur chaque match, il y a une motivation à 200% pour donner quelque chose. Et je pense que cette équipe, quand on regarde encore une fois les derniers matchs, quand elle y met du cœur, quand elle y met de l'intensité, de la concentration, moi je me fais pas trop de soucis pour finir dans le top 3 si on regarde comme ça. Le problème, pourquoi on se fait tous énormément de soucis, c'est qu'il y a une fragilité mentale, une incapacité à se motiver sur 90 minutes et sur tous les matchs qui est juste incroyable. Et comme tu le disais, voilà. Alors contre Paris, on n'a pas de soucis, on l'a dit et redit, mais voilà, contre Strasbourg, contre Lorient, même la semaine passée, c'est un trou de souris notre victoire. Et donc ça, il faut plus. Il faut vraiment qu'il y ait un constat et puis que les joueurs se rendent compte de ça et que le mettent en application toute la semaine à l'entraînement, dans les matchs, qu'il y ait un vrai. Pour moi, voilà, il n'y a pas encore le feu. Il n'y a pas encore le feu au lac, mais on est troisième, oui. Il faut vraiment, vraiment prendre conscience de ça. Parce que voilà, aujourd'hui, on a raté une opportunité énorme d'être à la tête de ce peloton-là. Ça aurait fait, à mon avis, créer un vrai impact aussi psychologique, et on l'a pas fait. Donc vraiment, vraiment, il va falloir mettre les bouchées doubles. Ça va pas être en mode Fofana de cette première mi-temps où je trottine, où je fais des passes alors que j'ai personne qui me vient dessus. Je fais des passes à 3 km de tout coéquipier. Voilà, en mode sénateur. Si on se met comme ça, on peut largement finir 7e. Donc essayons de se mettre en place, quoi. Ouais, moi le seul truc qui me permet de continuer à y croire une nouvelle fois, c'est que la Ligue 1 est tellement nulle, le niveau est tellement nul que en fait tout le monde peut battre tout le monde. Les gros peuvent faire des mauvais résultats du jour au lendemain. Les Niçois là étaient clairement sur une très mauvaise série. Là, ils sortent de nulle part une victoire 3-0 à Lens. Marseille semble aller beaucoup mieux, mais bon, cette semaine, ils sont quand même pas passés loin d'une remontada à 2, hein. Sans déconner, ils méritent de prendre le 4e et d'aller en prolongation. Donc en fait, c'est qu'il y a encore une vraie fragilité. Ils avaient eu globalement un calendrier assez facile en Ligue 1 qui leur avait permis de revenir. La preuve est, alors on verra, le match est pas terminé, mais qu'ils sont en train de perdre à Rennes, qui de nouveau un adversaire d'un autre niveau. Brest, j'ai du mal à penser qu'ils vont pouvoir tenir. Lille, c'est Jonathan David qui les porte à bout de bras, mais sinon c'est pas extraordinaire non plus. Donc voilà, en fait, j'ai plus envie de croire en la médiocrité de nos adversaires qu'en nos propres qualités pour espérer cette 2e ou 3e place qui sera directement qualificative en C1, mais parce que je ne crois absolument pas au fait qu'on va faire, je sais pas, ne serait-ce que 18 sur 24 points. J'ai eu beaucoup de mal à y croire. Beaucoup de mal à y croire. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est les deux revers de la médaille. Ça fait qu'on est dans ce peloton, ça fait qu'il y a beaucoup d'équipes parce qu'en fait, tout le monde est en dents de scie. Mais effectivement, on peut se dire que le niveau est pas fou. Il y a deux autres choses. Oui. Ça, on peut se le dire, oui, ça, il n'y a pas de. Oui, ça, c'est sûr, oui. Surtout la constance, parce qu'en fait, tu as des équipes qui sont. Voilà, comme tu l'as dit, il y a aucune équipe est constante, en fait. Mais il y a deux autres, je pense, facteurs positifs. Il y a le fait que Marseille et Lille soient encore en Coupe d'Europe. On peut espérer que ça leur fasse perdre un peu d'influx, un peu d'intensité sur les matchs de Ligue 1. Et il y a une autre côté positif. Alors là, c'est vraiment à double tranchant. Par contre, c'est qu'on enchaîne Rennes, Lille, Brest. Donc je pense qu'à la fin, on pourrait se dire, donc là on fait Metz prochaine journée et après Rennes, Lille, Brest. On pourrait se dire que c'est ce triptyque qui va décider de notre saison, mais après,
On nous connaît. Ouais, donc on est tout à fait capable contre Montpellier et Nantes sur les 2 dernières journées de s'exploser. Mais je pense que quand même, peu importe ce qu'on va faire sur la fin de la saison, ce triptyque de match va être évidemment crucial, quoi. C'est-à-dire que si on arrive à faire, je sais pas, 2 victoires, 1 nul, voire même peut-être 2 nuls, 1 victoire. Oui, j'en demande beaucoup. C'est déjà moins bon ça, mais ouais, non, mais bien sûr, mais on peut, voilà, c'est vraiment, on est tellement encore une fois frustré et agacé du match de l'après-midi que, en plus, tu sentais venir parce que c'était tellement écrit, c'était tellement gros comme une maison que à domicile on n'y arrive pas, que contre une petite équipe on arrive toujours à se mettre en danger et à donner des buts, et même quand une petite équipe nous donne des buts, comme ça a été le cas cet après-midi, ça suffit pas, donc ouais, on verra bien. Il reste 8 matchs. Là il y a Metz, après il va y avoir la trêve internationale, si je dis pas de bêtises, ça sera après ce match de Metz. Donc après, tu l'as dit, voilà, il restera 7 journées, ce trio, déplacement à Lyon, l'avant-dernière journée, je sais parce que c'est déplacement à Montpellier, et la dernière journée, je sais plus qui on joue. Dernière Nantes. Nantes qui sera certainement déjà en Ligue 2 parce que ça a pas l'air. Et tu as juste Clermont que tu as entre Lyon et Montpellier, il y a un match chez nous contre Clermont. Donc effectivement, les 4 derniers, bon, le match à Lyon peut être évidemment piégeux, et les 3 derniers chez nous contre Clermont, à Montpellier, chez nous contre Nantes, on pourrait croire que c'est des équipes en tout cas, qui sont pas loin de descendre. Voilà, donc, c'est objectif 9 points en tout cas. Et voilà, il y a ces prochains matchs. La trêve internationale est maintenant, hein. Donc elle est avant le match de Metz. Et donc il y a ce match de Metz. Il y a eu la liste dans la semaine. Oui, non, mais évidemment. Et donc c'est après ce match de Metz. En gros, tout va être important, hein, mais je pense qu'effectivement, Rennes, Lille, Brest qui s'enchaînent, voire même le match à Lyon, ça va être ces 3 ou 4 matchs qui vont probablement en dire beaucoup sur notre résultat et notre classement final, quoi. En tout cas, ça va être passionnant malgré tout, parce que c'est tellement serré que on va forcément vivre des émotions, et on peut penser que ça va être un roller coaster émotionnel, et qu'on va passer par des phases d'euphorie. Il faut peut-être pas non plus abuser, hein. Ça reste une course pour la 2e ou 3e place d'un championnat calamiteux, mais bon, voilà, ça peut nous permettre quand même de vibrer un petit peu sur cette fin de saison, et puis après voilà, de laisser passer l'été, et puis repartir l'année prochaine avec beaucoup d'envie. Une phase de groupe de Champions League, Rome, quand même. Ça fait un bout de temps qu'on la regarde venir et qu'elle vient pas. Une phase de groupe, oui, championnat. Avec 2 matchs en plus, on sera chapeau 4. Donc, bon, on n'y est pas encore, mais du coup, on jouera une équipe du chapeau 4, 2 du chapeau 2, 2 du chapeau 1, enfin... C'est un peu compliqué, mais bon, bref. Voilà, on va maintenant terminer sur top et flop. Les flops, on les a donc fait, c'était Ouattara et Zakaria. Le top, je n'en ai pas, mais sinon, je te rejoins sur celui que tu as choisi. Mais je peux quand même pas le mettre top, parce que sa première mi-temps était trop mauvaise pour que ça se sauve. Non, c'est ça. Je lui donne un top sur les 45 dernières minutes. Donc on parle de Fofana, évidemment. Oui. Mais il était parmi mes flops sur les premières 45. Donc et vraiment, mais à montrer à toutes les écoles de foot comme le mec qui a des capacités, du talent, et qui trottine et qui regarde et qui, mais dans son attitude, dans tout. Et c'est le genre de truc qui te détruit une équipe, parce que tu vois un de tes meilleurs joueurs, ton vice-capitaine, qui fait des passes en dilettante n'importe comment, qui se replace pas très bien, c'est terrible, parce que ça amène un allant négatif à l'équipe qui est absolument terrible. Donc Fofana, je pense qu'un des éléments majeurs, et encore une fois sur cette deuxième mi-temps, là il y a eu quelque chose, il y a eu de l'intensité, il mettait un peu plus d'application, il fait 2-3 passes vraiment bien senties vers l'avant, et ça change tout.
Donc un élément majeur des deux visages de Monaco et de ce qu'on va faire sur cette fin de saison. Est-ce qu'on va avoir un Fofana qui va être motivé dans son intensité, dans sa concentration, dans tout ce qu'il fait sur les derniers matchs, ou est-ce qu'on va avoir un Fofana en dents de scie, comme on le voit depuis plusieurs matchs, et qui nous fait gagner des points comme il a été un des gros artisans à Paris, mais qui nous fait aussi des frayeurs et probablement perdre des points sur bon nombre de matchs où il veut pas, quoi. Le mec est là, mais en fait il est pas là, quoi. À noter quand même qu'il a marqué un but, chose suffisamment rare pour être souligné. Et au moment du but, bon, c'était un peu mieux sur le début je pense que ça l'a remis un peu aussi dans son match, bizarrement. Ah bah oui, parce qu'il y avait déjà eu cette passe pour Ben Yedder, après il y a, comme on l'a dit, cette louche. Même en fin de match, moi je pense qu'il doit obtenir un coup franc qui nous aurait peut-être fait un petit peu de bien là quand il va s'enferrer dans le coin, dans le coin. C'est quand même très limite, surtout quand même que il y a eu pas mal de petits contacts comme ça qui ont été sifflés. Bon, ça a rien de scandaleux, et puis ça explique pas le fait que derrière on se met le feu tout seul, mais c'est vrai qu'il fait une vraie bonne deuxième mi-temps. La suite des prestats individuels, Majeki, pas grand chose à dire, impuissant sur le premier, un peu court sur le deuxième, voilà. 2-3 bons arrêts. Le regret il peut être là, sinon voilà, au milieu de ça il y a quelques bonnes interventions, voilà, ça va être notre gardien titulaire jusqu'en fin de saison. La défense maintenant, les trois en l'occurrence, parce qu'on a parlé des autres. Singo, Maripane, Kerrer. Bon, moi quand même Maripane, je suis désolé, mais encore une fois, c'est lui qui est 2 fois sur la photo. Oui, effectivement. Sur les buts, il est pas assez au marquage. Il y a une espèce de défense de zone sur le deuxième but où, en gros, il y en a aucun c'est un peu dommage en fin de partie comme ça, quand tout le monde devrait revenir en arrière, quand tu veux tenir un résultat. Et là, tu peux plus faire défense de zone. Tu défends l'homme. Et je sais pas si encore une fois, je sais pas si c'est un truc qui a été travaillé, qui a été discuté. Mais là, ils font défense de zone. Donc, du coup, Maripane n'est pas exactement sur Bakayoko, chose qui est, encore une fois, dans le feu de l'action, c'est pas complètement, mais du coup, il est en retard. Il est en retard pour aller le chercher. Moi, je mettrai un bémol sur une des choses que tu as dit, c'est que sur l'ensemble de ce match, je trouve que notre défense n'a pas été horrible. Il y a eu des matchs où j'avais beaucoup plus peur, où je me disais beaucoup plus, à tout moment, ils vont marquer un but. Moi, sur ce match-là, je trouve que Kerrer, Maripane ferment beaucoup, on fait beaucoup de bonnes interventions. Je veux leur donner quand ils le méritent. Je suis d'accord avec toi, Maripane, sur les deux buts, et surtout en fait sur le deuxième but. Mais il est pas là. Mais sur l'ensemble du match, je les ai trouvés quand même assez solides. Alors après, c'est peut-être aussi l'adversité de Lorient qui fait que c'est plus facile à gérer. Mais c'est pas le pire. Je les ai vus bien pire contre des petits. Même sur le match dernier où Strasbourg fait pas grand-chose, je les vois peut-être même moins rassurants que sur ce match-là. On arrive quand même à se prendre un match nul, quoi. Mais j'ai pas envie de les pointer du doigt individuellement, si tu veux. Je pense que c'est plus même si encore, sur l'action, Maripane, sur l'action du but, tu peux être un peu plus sur ton vis-à-vis. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que c'est plus une motivation, quelque chose de collectif, au sein de l'équipe, parce qu'on le voit, dès qu'on est mieux en début de deuxième, en fin de première, on presse, tout le monde récupère des ballons, et en fait on a plus de capacité défensive quand on a un collectif qui est plus impliqué. Singo, moi j'en démords pas sur le fait qu'il est meilleur défenseur central que défenseur droit, mais enfin dans notre effectif, c'est notre meilleur défenseur droit, il y a pas photo, quoi. Donc il fait pas toujours des centres incroyables, il fait un centre horrible notamment en début de match. En 1 contre 1, c'est pas lui, il a pas une accélération en fait. Il n'est pas ultra vif, il peut être rapide au bout de 2-3 mètres, mais un latéral, généralement, il a une capacité d'accélération très forte. C'est pas forcément ce qu'il a. Donc en 1 contre 1, c'est pas exactement son jeu. Mais alors, des interventions défensives, les interventions de la tête,
voilà, pour verrouiller, on l'a vu sur le match contre Paris, et puis et puis tous les matchs qu'il fait, ça reste notre meilleur défenseur droit, hein, quoi qu'il arrive. On a parlé de nos milieux, Zakaria, Fofana. Il reste maintenant à parler de notre quatuor offensif. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu au-dessus Akliouche, peut-être. Akliouche, je l'ai trouvé un peu plus intéressant. Voilà, il y a évidemment cette énorme occasion sur sa reprise de volée qui se doit de mieux réaliser pour mettre hors de portée du gardien de but l'orienté. Donc c'est évidemment un vrai bémol. Sinon, je l'ai trouvé plutôt correct dans le reste du jeu. Golovin, il y a sa passe décisive, un peu à la star de Fofana. Je trouve que sa seconde mi-temps est quand même d'un meilleur niveau que sa première, mais ça reste assez insuffisant pour lui. Et ça confirme que pour l'instant son année civile 2024 n'est pas du tout au niveau de l'année civile 2023 où pour le coup il était clairement notre meilleur joueur. Et puis je vais te laisser parler des deux derniers, à savoir Minamino et Ben Yedder. Minamino un peu en dedans. Alors il paraît qu'il y avait toute une délégation de journalistes japonais qui étaient sur place, ça l'a pas aidé, parce qu'il était un peu mieux sur les derniers matchs. Bon, il fait pas de mauvais gestes, mais il est pas décisif. Il a 2-3 occasions de frappe qu'il rate. Et Ben Yedder, il y a des ratés quand même qu'on lui connaît pas forcément, mais après il est quand même dans le jeu. Ouais, c'est ça. Et là, il y a des ratés en 1 contre 1 devant le gardien, sur les premières bourdes de la première mi-temps où il est vraiment face au gardien, souvent un peu décalé sur le côté. Hein. Il n'y a pas il y a pas d'énormes ratés dans un but vide, mais enfin, il y a des ratés 1 contre sur 1 la tête. Sur la tête de Maripane, alors il aurait peut-être été hors jeu, parce que du coup, vu qu'il se rate, on n'a pas bien revu de ralenti, etc. Potentiellement, il y avait peut-être hors jeu. Là, pour le coup, c'est vrai que Maripane, sa détente et sa tête, c'est vraiment bien joué de sa part. Là, c'est quand même un gros raté, parce que il est face. Là, pour le coup, il est devant le but et le but est vide, hein, et il manque un peu de. Il est un peu loin. Il est un peu loin. Ouais, mais normalement, Ben Yedder, tu rates pas ça, quoi. Non, c'est sûr que après dans le jeu, la déviation sur Akliouche, il est toujours intéressant comme point de fixation en déviation, etc. Mais moi, je te rejoins. Moi, honnêtement, il faut qu'on mette un point d'orgue à dire, mais le bien que nous fait Akliouche, justement. Parce que cette équipe est en dilettante la moitié du temps, lui, il est toujours à 200%. Et sur cette première mi-temps, c'est criant. C'est le seul qui fait les courses. Et il va courir jusqu'à ce qu'il sorte. Hein, et il n'arrête pas de dépenser de l'énergie. Et ça nous fait récupérer des ballons. Et il fait des bonnes passes aussi en première mi-temps. Et c'est vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est de loin notre meilleur sur les 4 en ce moment, en tout cas. Du côté des entrants, on en a parlé, Jacobs a fait une seconde mi-temps plutôt cohérente. Ben Seguir, qui devrait connaître ses premières minutes internationales avec le Maroc, qu'il a du coup choisi le Maroc. Est-ce que réellement il pouvait avoir un potentiel avec l'équipe de France ? À l'instant T, c'est clair que non, mais est-ce que dans le futur, ça deviendra un joueur du niveau des Bleus ? Je commence à en douter un petit peu quand même, malgré tout. Mais bon, il a choisi le Maroc, grand bien lui fasse, et j'espère qu'il réussira à s'imposer avec ce pays. Magassa est rentré en toute fin de match après que Zakaria ait pris le rouge. Balogun, pareil. Diatta, qu'on a revu. Bon, pas grand chose à dire sur ces joueurs-là. On va pouvoir maintenant donc terminer avec les pronos. La semaine dernière, Damien avait pronostiqué qu'on allait passer second. Ça a failli être le cas parce que Brest n'a pas gagné. Monaco a tenu sa victoire jusqu'à la 95e. Malheureusement, il n'en est rien. Pour Quentin, Maripane n'a pas marqué. Et enfin, c'était pour Pierre Maripane plutôt, je sais plus trop. Enfin bref, il y avait une histoire de Maripane Marc et Patrice, c'était Golovin allait volontairement prendre un carton jaune puisque ça allait lui permettre de purger sa suspension face à Metz
et non pas face à un des 3 gros adversaires qui arrivent derrière, puisqu'il est comme d'habitude assujetti à ces 3 cartons jaunes en 10 matchs. Il l'a pas pris aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où Zakaria a pris le rouge, il fallait pas non plus le faire volontairement pour qu'il nous manque les deux face à Metz. Donc voilà, c'est un nouveau 0 sur 3. Donc maintenant, ça va être à nous de pronostiquer. Un peu, bon, il y a la trêve, donc il va se passer un petit peu de temps, mais qu'est-ce que tu vas prono donc pour ce déplacement en terre messine? Alors, j'espère que Lorient, ça leur a vraiment bénéficié de faire match nul contre nous, parce qu'ils jouent contre Brest la prochaine journée. Donc, on peut espérer qu'ils battent Brest. Le derby breton. Le derby breton, exactement. Mais alors, nous, contre Metz, moi, j'ai envie de faire un pronostic, un faux cul, quoi. Un pronostic que je veux pas qu'il se passe, mais comme ça, si on rate notre pronostic, je suis content. Mais moi, je vois, j'ai peur d'un match nul à Metz. Encore une fois, un match, voilà, j'ai peur de ça, mais j'espère me tromper et j'espère qu'on voit une équipe sur 90 minutes avec un autre visage et qui veut vraiment aller chercher le top 3, alors le top 2. Donc mon prono, c'est match nul. Ton pronostic, donc, c'est match nul. Et moi, je vais pronostiquer un but d'un de nos défenseurs. Voilà. Et là, au milieu, pas être d'ailleurs... plus précis que ça, parce que... Voilà. Oui. Au milieu, d'ailleurs, bon, on va mettre qui, là, avec Zakaria rouge, avec Camara sur la touche. Ça va être intéressant, ouais. Ou alors il va refaire ce qu'il a fait là il y a quelques semaines avec Golovin. Ouais, avec Golovin, ouais, peut-être. En tout cas, Golovin, ça a fonctionné contre le PSG. C'est vrai. Pourquoi ça fonctionnerait pas contre l'ogre messin? En tout cas, voilà. Merci Flo donc pour ce débrief. On fera peut-être un Club Mounégou qui reprendra un peu notre débat du jour, mais de manière un peu plus approfondie sur les différents calendriers, donc justement sur ce sprint final. Merci Flo de m'avoir accompagné. Prochaine émission, on verra, mais d'ici là, portez-vous bien et Dagué Mounégou. Et bisous.